La pièce était décorée avec des posters étranges, des symboles sataniques, des bougies noires, et plus effrayant encore, des couteaux posés négligemment par terre. J'avais matché avec une femme sur Tinder, et dès nos premiers échanges, quelque chose avait cliqué entre nous. Elle était drôle, intelligente, et nos conversations étaient fluides. Ce n'était pas juste du flirt léger, il y avait une vraie connexion entre nous. Elle s'appelait Sarah. Sur ses photos, elle était tout simplement magnifique. Elle avait ce sourire charmant, des yeux pétillants, et une allure naturelle qui m'avait immédiatement captivé. Pendant des semaines, nous avons échangé des messages du matin au soir. On parlait de tout et de rien, de nos passions, de nos vies respectives. Il y avait cette complicité rare qu'on ne trouve pas souvent. Tout semblait parfait, mais il y avait un hic. Chaque fois que je lui proposais de la voir en personne, elle esquivait. Soit elle avait du travail, soit elle n'était pas encore prête. Mais comme on s'entendait si bien, j'ai laissé couler au début, me disant qu'elle finirait par accepter. Au bout d'un mois, j'ai commencé à en avoir assez de ces échanges virtuels. Flirter sans jamais se rencontrer pour de vrai commençait à me frustrer. Je lui ai finalement dit que je ne pouvais plus continuer comme ça sans la voir. À ma grande surprise, elle a fini par accepter. Mais juste avant de confirmer notre rendez-vous, elle m'a averti, depuis que j'ai pris les photos sur Tinder, j'ai un peu grossi. Je me suis mis à rire et lui ai répondu que ce n'était pas grave, que j'avais toujours préféré les femmes avec des formes. Cela n'avait aucune importance pour moi. Elle semblait soulagée et nous avons convenu de nous rencontrer devant un café en centre-ville, un endroit bien fréquenté, donc idéal pour une première rencontre. Le jour J, j'étais nerveux, mais excité. Enfin, j'allais voir Sarah en chair et en os. Quand je suis arrivé devant le café, il n'y avait qu'une seule femme à l'extérieur, assise sur un banc. Elle était énorme, au moins 300 kilos. C'était le genre de personne qu'on voit dans les émissions télévisées sur les transformations physiques ou la prise en charge des obésités extrêmes. Un frisson m'a parcouru le dos. Je me suis arrêté à quelques mètres d'elle, figé sur place. Mon esprit a commencé à tourner à toute vitesse. Non, ce n'est pas elle, je me suis dit. Ce n'était pas possible, pas la Sarah que je voyais sur les photos. Pris de panique, j'ai sorti mon téléphone et lui ai envoyé un message. Je suis arrivé, tu es où? Je l'ai regardé du coin de l'œil, et j'ai vu son téléphone s'allumer dans sa main. Elle l'a regardé, puis a tapé quelque chose. Mon téléphone a vibré, je suis là, juste devant le café. Mon cœur s'est effondré. C'était bien elle. Pendant quelques secondes, je suis resté là, paralysé par le choc, incapable de faire un pas vers elle. 1 million de pensées se bousculaient dans ma tête, comment avait-elle pu cacher cela? Pourquoi ne m'avait-elle pas prévenu avant? Mais surtout, je me sentais mal. Horriblement mal. Je sais que j'aurais dû aller la voir, lui parler, être honnête. Mais une part de moi était terrifiée, embarrassée, et même dégoûtée. Alors, j'ai fait ce que je n'aurais jamais pensé faire, je l'ai ignoré. Je me suis retourné, j'ai marché dans la direction opposée, et une fois hors de sa vue, je l'ai supprimé de Tinder. J'ai effacé notre conversation, comme si cela pouvait effacer ce moment de ma mémoire. Depuis ce jour, je n'ai plus jamais fait confiance aux photos sur les applis de rencontre. Chaque fois que je sweepais, l'image de cette femme, Sarah, assise devant ce café, me revenait en tête. J'avais honte de ce que j'avais fait, mais cette expérience m'avait aussi profondément marqué. Les rencontres en ligne étaient devenues un jeu dangereux, où les apparences pouvaient mentir, et où le poids des illusions pouvait être écrasant, presque littéralement. Notre premier rendez-vous avait pourtant bien commencé. Nous avions choisi un bar agréable en ville, l'ambiance était détendue, et nous discutions tranquillement autour de quelques verres. Tout se passait sans encombre, et je pensais que la soirée allait être plutôt plaisante. À un moment donné, un homme au comptoir, visiblement de bonne humeur, a proposé de nous offrir une tournée de shots. Il n'y avait aucune raison particulière, juste un geste amical. Nous avons accepté avec le sourire, trinqué avec lui, et la conversation s'est poursuivie. Cet homme n'avait rien d'inquiétant. Il était poli, sympathique, et semblait simplement profiter de sa soirée, tout comme nous. Cependant,
La situation a brusquement changé lorsqu'il a mentionné, de manière anodine, qu'il était Scorpion. À partir de ce moment, quelque chose s'est manifestement brisé chez ma partenaire. Elle s'est raidie, son expression est devenue grave, et l'atmosphère a changé du tout au tout. Alors que je ne comprenais pas ce qui se passait, elle semblait de plus en plus agacée. C'est là que j'ai compris qu'elle prenait très au sérieux les signes astrologiques. L'idée que cet homme soit Scorpion avait apparemment déclenché en elle une sorte de méfiance irrationnelle. Elle a rapidement commencé à montrer des signes d'agitation et, sans aucune raison valable, elle a semblé m'encourager à me confronter à lui. Selon elle, les Scorpions étaient des personnes dangereuses, manipulatrices, et elle était persuadée qu'on ne pouvait pas leur faire confiance. Elle souhaitait que je le chasse du bar ou, pire, que je provoque une bagarre avec lui. Pourtant, cet homme n'avait rien fait de mal. En fait, il avait été courtois et n'avait montré aucun signe d'agressivité. Tout ce qui était à l'origine de cette animosité soudaine était son signe astrologique. J'ai rencontré un gars, on avait une bonne conversation, il était intelligent, drôle, et on partageait plusieurs hobbies un peu nerds. Après quelques échanges, on décide de se retrouver dans un bar à jeu local pour jouer et faire connaissance lors de notre premier rendez-vous. L'idée me semblait parfaite. Je me rends donc au bar, m'installe, et là, surprise, le gars n'a pas de dents. Il m'explique que, d'après un dentiste peu scrupuleux, il avait dû se les faire toutes enlever. Il ne pouvait pas se permettre des prothèses dentaires pour le moment, car il devait attendre que les fragments d'os tombent de ses gencives avant d'envisager une solution. Pendant qu'il parle, je me rends compte qu'il projette de la salive sur notre nourriture à chaque mot qu'il prononce. Je savais bien qu'il ne pouvait pas y faire grand-chose, mais je n'arrêtais pas de me dire, s'il a pu me cacher quelque chose d'aussi important, qu'est-ce qu'il pourrait encore me cacher d'autre? Et, honnêtement, l'idée d'embrasser quelqu'un semble me retourner l'estomac. Je me suis retrouvé coincé entre la gêne de la situation et le dégoût grandissant. Autant dire que ça a été un rendez-vous assez court, et je suis parti en me demandant comment j'avais pu en arriver là. J'avais matché avec ce gars hyper attirant sur Tinder, du genre à faire tourner des têtes. Grand, musclé, souriant, avec ce charme naturel qui te fait immédiatement penser que tu as décroché le gros lot. Dès nos premières conversations, il semblait drôle, intelligent, et bien plus intéressant que la plupart des autres matchs que j'avais eus. On décide de se rencontrer pour boire un verre, et autant te dire que je suis excité à l'idée de le voir en vrai. Le jour du rendez-vous arrive, et tout se passe encore mieux que prévu. Il est aussi charmant et cool que je l'avais imaginé. On parle de tout et de rien, on rigole, l'alchimie est bien là. Plus je passe de temps avec lui, plus je me demande comment un mec aussi parfait s'intéresse à moi. À ce moment-là, dans ma tête, je suis déjà en train de me dire que c'est le jackpot. Je commence à me demander où ça va nous mener, à fantasmer un peu sur la suite de la soirée. Après quelques verres et des discussions encore plus légères, on finit par décider de rentrer chez lui. L'excitation monte d'un cran. On s'embrasse dans le taxi, l'atmosphère devient électrique, et je suis déjà en train de me préparer mentalement à ce qui va suivre. Une fois arrivé chez lui, l'ambiance continue à s'intensifier. Il est doux, attentionné, et tout semble couler de source. On s'embrasse de plus en plus passionnément, et je me dis que la soirée va définitivement bien finir. C'est là que tout bascule. On commence à se déshabiller mutuellement, et quand j'arrive à ses pantalons, je m'attends à ce que l'étincelle prenne feu. Mais dès que je baisse son boxeur, surprise totale, je découvre un micro-pénis. Pas un petit pénis, non, un micro-pénis de peut-être 2 cm, à peine plus grand que mon doigt. J'ai un moment d'arrêt, un choc. Ce n'était clairement pas ce que j'imaginais, et ça m'a coupé dans mon élan. Mais bon, je me dis, ok, pas de jugement ici. Après tout, il n'y a pas que ça qui compte, et peut-être qu'il compense d'une autre manière. Donc, je décide de continuer et de voir où ça va nous mener. Je commence à jouer avec, essayant de trouver comment ça pourrait marcher entre nous. Mais dans ma tête, une question tourne en boucle, comment est-ce qu'on va vraiment pouvoir avoir des rapports avec ça? Je me dis que, peut-être, il est super fort dans d'autres domaines, comme le cunnilingus, et que ça va être une nuit torride d'une manière ou d'une autre. Mais là,
deuxième coup de massue, il m'annonce qu'il n'est pas fan de ça. Il veut passer directement à la pénétration. Là, je suis perplexe, mais bon, pourquoi pas, on y va. Je me mets sur le ventre, prête à voir comment ça se passe, mais dès qu'il commence à me pénétrer, je réalise qu'il ne fait que glisser entre mes cuisses, sans même me toucher vraiment. Et c'est là que ça devient vraiment surréaliste. Il se met à parler salement, comme s'il était en pleine action intense, me disant des trucs du genre « Tu aimes ça, hein? T'aimes te faire défoncer, avoue, et je te détruis, c'est ça que tu veux. » Sauf que, la réalité est bien différente. À ce moment-là, je dois tout faire pour ne pas éclater de rire. Il ne se rend absolument pas compte qu'il ne me pénètre même pas et que tout ce qu'il est en train de faire, c'est frotter ses hanches contre mes cuisses. J'essaie de rester sérieuse, de ne pas exploser de rire face à cette scène tellement absurde, mais c'est difficile. Le décalage entre ses paroles et la réalité de la situation est tellement énorme que je ne sais même pas comment réagir. Et là, après quelques minutes à peine, il termine. Il est essoufflé, fier de lui, alors que je suis juste allongé là, complètement déconcerté. Je me retrouve à me demander ce qui vient de se passer. Cette soirée, qui avait si bien commencé, s'est transformée en une expérience bizarre, à la limite du comique, et je n'arrive même pas à comprendre comment j'en suis arrivé là. Je m'habille rapidement, le remercie poliment, puis je prends mes affaires et je rentre chez moi. Tout le long du trajet, je repense à la scène, ce moment où il était persuadé de me détruire, alors qu'il ne faisait que me frotter les cuisses. C'était tellement surréaliste que je n'ai pas pu m'empêcher de rire toute seule une fois rentrée chez moi. Ma pire expérience sur Tinder a été assez traumatisante à l'époque. J'étais en 2e année à l'université, et elle, probablement en 3e ou 4e année, dans la même fac que moi. La première fois qu'on s'est vu, je suis allé chez elle, et on a juste regardé Netflix et discuté. Rien de fou. Je pensais que cette fille était vraiment sympa et qu'il y avait peut-être quelque chose à développer. En partant, je lui ai dit que j'aimerais la revoir si elle était d'accord. Elle m'a répondu qu'elle serait ravie et que je n'avais qu'à lui envoyer un message pour qu'on planifie quelque chose. On a commencé à s'envoyer des textos et des snaps tout au long de la semaine, et on a fini par organiser des plans pour le week-end suivant. Puis, sans prévenir, elle a commencé à m'envoyer des photos d'elle nue, sans que je ne les demande. Lors de notre premier rendez-vous, il n'y avait eu aucune activité sexuelle, rien du tout. On avait littéralement juste regardé Netflix. J'étais un peu pris de court, mais franchement, ça ne me dérangeait pas. J'étais un jeune étudiant, et cette fille plus âgée et plutôt sexy m'envoyait des nudes après un seul rendez-vous? Clairement, je n'allais pas dire non. Le week-end arrive, et elle vient chez moi. On traîne avec mes colocataires en regardant la télé, l'ambiance est détendue. Puis elle me demande si elle peut passer la nuit chez moi. Après m'avoir envoyé des nudes toute la semaine, je me doutais bien de ce qu'elle avait en tête. Dans ma tête, c'était clair, bien sûr que oui. Mais, pour être poli, je lui propose de dormir sur le canapé, car on ne se connaissait que depuis 2 semaines et on ne s'était vu en personne qu'une seule fois. Elle me dit qu'elle préfère que je dorme avec elle dans mon lit, alors là, je sais que c'est parti. On retourne dans ma chambre, on remet Netflix, et on se détend un peu. À un moment donné, je fais un geste, et les choses s'enchaînent. On commence à s'embrasser et, comme prévu, on finit par coucher ensemble. J'ai mis un préservatif et tout s'est déroulé normalement. Après avoir terminé, je retire le préservatif, que je jette à côté du lit, et on reste allongé pendant quelques minutes. Soudainement, elle se lève, contourne le lit, ramasse le préservatif du sol et se précipite dans la salle de bain. Là, je commence à être un peu confus, peut-être même un peu inquiet, mais je n'y pense pas trop sur le moment. Puis, j'entends un grand bruit dans la salle de bain, suivi d'un cri de frustration. Elle crie « Merde !» Je lui demande si tout va bien, mais elle ne me répond pas. Je commence à m'inquiéter, pensant qu'elle a peut-être glissé et s'est blessée. J'ouvre la porte, et là, je la vois dans ma douche, une jambe levée, en train d'essayer de remettre le préservatif dans son vagin après l'avoir retourné à l'envers. Je panique. Je n'ai aucune idée de ce qu'elle est en train de faire ni de comment réagir. Elle semblait tout aussi paniquée, et probablement embarrassée. Je referme la porte, complètement déstabilisée. Quelques secondes plus tard, elle sort de la salle de bain,
m'annonce qu'elle va partir, et je lui dis simplement que c'est une bonne idée. Elle s'en va sans un mot de plus, et je ne la revois jamais. Cet épisode m'a laissé complètement perplexe, incapable de comprendre ce qui venait de se passer. Ce qui avait commencé comme une simple histoire Tinder a pris une tournure tellement bizarre que ça m'a marqué pendant longtemps. Depuis cet événement, je n'ai plus jamais eu de nouvelles d'elle, et cette expérience a certainement changé ma façon d'aborder les rencontres en ligne. Un jour, alors que je naviguais tranquillement sur mon téléphone, un ami célibataire m'envoie une capture d'écran qui me fait immédiatement tiquer. C'était un profil Tinder avec une photo de moi, clairement volée de mon compte Facebook. J'étais stupéfait. Comment une image de moi pouvait-elle se retrouver sur une application de rencontre sans que je le sache ? Après avoir examiné le profil de plus près, les détails étaient étrangement similaires à ma vie, mais les petites différences étaient évidentes, un prénom légèrement modifié, une description faussement flatteuse mais complètement éloignée de la réalité. Je savais que quelque chose clochait. Ce n'était pas un simple hasard, quelqu'un était derrière tout ça. Au début, je pensais que c'était peut-être une mauvaise blague de quelqu'un du bureau ou d'un vieux camarade de fac. Mais en creusant un peu plus, j'ai découvert la vérité, c'était mon ex-femme. Elle avait utilisé cette fausse identité pour tenter de semer la discorde entre ma femme actuelle et moi. J'ai ressenti un mélange de colère et d'incrédulité. À ce stade, mon ex-femme et moi étions séparés depuis plusieurs années, et il semblait absurde qu'elle veuille encore s'immiscer dans ma vie. Ce qui rendait la situation encore plus perturbante, c'est qu'elle n'avait pas seulement utilisé ma photo, elle avait pris soin de construire tout un personnage fictif, répondant aux messages comme si c'était moi, partageant des détails personnels et en créant de faux dialogues pour tromper les gens. Son objectif était clair, elle voulait que ce faux profil soit découvert par ma femme actuelle pour créer une tension, voire briser notre relation. Heureusement, ma femme n'était pas du genre à tomber dans ce genre de piège. Elle est intelligente et a immédiatement vu clair dans cette tentative grossière. Quand je lui ai montré la capture d'écran et que je lui ai expliqué la situation, elle a haussé les épaules avec un sourire amusé. Pour elle, c'était juste une nouvelle preuve de l'obsession de mon ex-femme, et ça ne méritait pas plus d'attention que ça. Mais moi, je n'étais pas aussi tranquille. Pendant des jours, je n'arrêtais pas de ressasser cette histoire. Cette intrusion dans ma vie privée, cette volonté de me nuire, me dérangeait profondément. C'était bien plus qu'une simple blague de mauvais goût ou une querelle d'anciens amants. Mon ex-femme avait franchi une ligne. J'ai commencé à remarquer d'autres signes de manipulation, des appels anonymes, des messages étranges envoyés par des numéros inconnus, des rumeurs à peine voilées qui circulaient dans mon entourage. Tout pointait vers elle. Alors, je me suis demandé, devais-je laisser passer cela, comme ma femme me le suggérait, ou devais-je agir ? Après plusieurs nuits d'hésitation, j'ai décidé qu'il était temps de prendre les choses en main. Ignorer ce comportement ne ferait que l'encourager à continuer. J'ai donc contacté un avocat et j'ai réuni toutes les preuves que je pouvais, les captures d'écran, les faux profils, les messages étranges, et même les appels anonymes que j'avais reçus. Le processus juridique a été long, fastidieux et émotionnellement épuisant. Je n'étais pas du genre à vouloir régler mes comptes par la voie légale, mais cette situation m'avait forcé à le faire. Les procédures ont duré plusieurs mois, mais au bout du compte, la vérité est sortie au grand jour. Mon ex-femme a été confrontée à ses actions devant la justice. Ce n'était plus une simple dispute entre anciens partenaires, c'était devenu une affaire sérieuse. Le tribunal a pris en compte l'ensemble des éléments. Les charges retenues contre elle allaient bien au-delà de ce faux profil Tinder. Son comportement manipulateur s'étendait sur une longue période, et ses actions avaient des répercussions bien plus profondes que je ne l'aurais imaginé. Elle a dû répondre de ses actes, et même si je n'ai jamais cherché à lui nuire personnellement, la loi a suivi son cours. Pour moi, l'essentiel n'était pas qu'elle soit punie, mais que cette histoire se termine une bonne fois pour toutes. Ce qu'elle espérait être une simple manœuvre pour me nuire s'est finalement retourné contre elle, mettant en lumière des années de comportements toxiques que j'avais, à tort, tenté d'ignorer. Aujourd'hui, ma femme et moi vivons dans une tranquillité retrouvée. Ce chapitre de ma vie est désormais clos, mais il m'a appris une leçon importante, certaines personnes ne reculent devant rien pour essayer de contrôler ou détruire les autres. Mais la vérité finit toujours par éclater.
Nous avions prévu de nous retrouver à 21h pour une soirée au carnaval. J'étais excité à l'idée de passer un bon moment, mais à 21h30, alors que j'étais déjà sur place, je reçois un appel de sa part. Il s'excuse mollement, expliquant qu'il s'était endormi. Mon enthousiasme retombe immédiatement. Je ne savais pas vraiment comment réagir sur le coup, mais j'étais énervé et frustré. J'avais fait l'effort de venir, d'attendre, et lui avait simplement dormi. Je lui ai donc répondu d'un ton sec, lui disant qu'il ne devait même pas se donner la peine de venir, que je n'avais plus envie de le voir ce soir-là. Après cet épisode, j'avais pensé qu'il comprendrait que c'était terminé. Mais non. Le lendemain, il a commencé à m'envoyer des messages, à s'excuser encore et encore, me demandant une deuxième chance. Il insistait tellement, avec un air de regret dans ses mots, que j'ai fini par céder. Peut-être que j'avais été trop dur. Après tout le monde mérite une seconde chance, non? Mais les événements ont pris une autre tournure. Peu de temps après avoir accepté de le revoir, mon père est tombé gravement malade. Il a dû être hospitalisé, et pendant les 6 semaines suivantes, j'ai passé tous mes jours à l'hôpital, le cœur lourd, à rendre visite à mon père. Entre l'inquiétude et la fatigue émotionnelle, je n'avais plus ni le temps ni l'envie de penser à des rendez-vous ou à quoi que ce soit d'autre. Toute mon énergie était concentrée sur mon père. Lui, de son côté, n'a pas réagi comme je l'aurais espéré. Au lieu d'être compréhensif et patient, il s'est rapidement mis à montrer des signes d'impatience, puis de colère. Au début, c'était des messages où il se plaignait de mon absence, se disant déçu que je n'ai pas de temps pour lui. Puis, ces messages sont devenus de plus en plus agressifs. Il semblait incapable de comprendre que ma priorité à ce moment-là était ma famille. Plus je m'éloignais de lui, plus il devenait instable. Et c'est là que les choses sont devenues vraiment inquiétantes. Un jour, je me suis rendu compte qu'il avait créé un faux compte Instagram. Ce faux profil avait pour but de suivre toutes les personnes que je suivais, me traquant à travers leurs publications et stories. Il me surveillait de loin, essayant de savoir où j'étais et avec qui. Au début, je ne comprenais pas comment il pouvait toujours savoir où j'étais ou avec qui je sortais. Puis, tout est devenu clair quand un ami a mentionné avoir vu son nom parmi les abonnés de son compte, même s'il ne le connaissait pas personnellement. L'apothéose de cette folie a eu lieu une soirée où j'étais sorti dîner avec ma sœur et quelques amis. Ma sœur venait de Dublin pour rendre visite à notre père, et pour se changer les idées, nous avions décidé de nous retrouver dans un restaurant pour un moment en famille. Un de nos amis avait posté une story sur Instagram, montrant notre petit groupe en train de trinquer joyeusement autour de la table. Quelques minutes plus tard, alors que je savourais un instant de répit après les journées éprouvantes à l'hôpital, je l'ai vu. Il était là, à la porte du restaurant. Mon cœur s'est serré. Comment avait-il su où j'étais? Je l'ai compris immédiatement, il avait vu la story sur Instagram et s'était précipité pour me confronter. Il s'est approché de la table, en furie. Devant tout le monde, il a commencé à m'insulter, me traitant de pute et de menteuse, hurlant que je le trompais et que je jouais un double jeu. La situation est rapidement devenue incontrôlable. Les gens autour de nous étaient choqués, essayant de comprendre ce qui se passait. Le personnel du restaurant est intervenu, mais il refusait de partir. C'est seulement après que mes amis et moi avons menacé d'appeler la police qu'il a finalement quitté les lieux, visiblement hors de lui. Je me suis assise, tremblante, essayant de reprendre mes esprits. Ce qui devait être une soirée tranquille s'était transformé en cauchemar. Je n'avais jamais imaginé que quelqu'un pouvait devenir aussi obsédé, aussi envahissant. À partir de ce moment, il était clair que cette histoire ne pouvait plus être ignorée. Il avait franchi toutes les limites. Et malheureusement, ce n'était que le début de son harcèlement. Après 2 semaines à échanger des messages avec lui, tout semblait aller pour le mieux. Nos conversations étaient sympas, on avait des points communs, et surtout, aucun signe qui aurait pu me faire douter. Il était poli, attentionné, et je me disais que ce serait un bon premier rendez-vous. On décide donc de se retrouver pour un dîner dans un restaurant assez sympa. Rien d'extravagant, mais l'endroit parfait pour apprendre à mieux se connaître. Je me souviens m'être habillé avec soin, sans trop en faire, juste ce qu'il faut pour être à l'aise. En arrivant, je le trouve déjà installé à la table, sourire aux lèvres, visiblement content de me voir. Tout semblait bien parti.
On commande nos boissons, et la conversation démarre doucement, comme lors d'un premier rendez-vous classique. À un moment, la discussion dérive sur nos projets et je lui explique que je n'étais pas trop sorti ces derniers temps, car j'essayais de faire quelques économies. Je lui dis avec légèreté que j'économisais pour m'acheter une machine à laver et un sèche-linge. C'était un petit rêve domestique que j'avais, rien de spécial, mais ça me tenait à cœur. Et c'est là que tout bascule. Sans même une pause ou un sourire maladroit, il me regarde droit dans les yeux et me balance, au lieu d'économiser pour ça, tu devrais plutôt économiser pour une augmentation mammaire. J'ai eu l'impression que le temps s'était arrêté. J'étais figé, complètement stupéfaite par l'audace et l'insensibilité de cette remarque. Je ne savais même pas comment réagir. Dans ma tête, je cherchais désespérément une réponse, mais rien ne venait. Comment peut-on sortir une chose pareille au bout de quelques minutes de rendez-vous ? S'il avait juste laissé le silence s'installer, peut-être aurait-il réalisé l'énormité de ses propos. Mais non, il a cru bon de préciser, comme si cela allait rendre la situation meilleure. Non, mais t'inquiète, c'est pas un problème. Ma sœur et ma mère avaient aussi des petits seins, elles se sont fait refaire et maintenant elles sont magnifiques. Je suis resté sans voix. J'aurais voulu lui dire quelque chose, n'importe quoi, mais le choc m'a coupé les mots. Tout ce que j'arrivais à penser, c'est que je ne pouvais pas rester là une seconde de plus. Avant même que la serveuse n'arrive avec nos boissons, je me suis levé. Je n'ai pas crié, je n'ai pas fait de scène. Je me suis simplement levé, j'ai pris mon sac, et je suis parti sans un mot. Une fille m'a invité à ce qu'elle appelait une fête de travail chez elle, et elle m'a dit de venir avec mes propres boissons. J'ai donc acheté un pack de 6 bières pour moi. Quand je suis arrivé, j'ai remarqué que plus de la moitié des gens présents avaient entre 17 et 18 ans, alors que j'en avais 21, tout comme elle. Ensuite, ils ont rassemblé tout le monde dans le salon pour parler du travail. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé qu'il s'agissait d'une de ces réunions pour recruter des gens dans un système pyramidal. Je me suis retrouvé assis là, en train de siroter mes bières, j'étais le seul à boire, pendant 2 heures, écoutant des histoires tristes sur comment ce job avait soi-disant changé leur vie. Je me suis retrouvé à écouter le responsable du groupe dire qu'on pouvait devenir millionnaire en très peu de temps. Il sortait des phrases comme « Vous voyez ma BMW série 3 garée devant ? C'est une voiture de fonction, vous pouvez la conduire si vous faites ce que nous faisons. » C'était désolant, car ils essayaient de piéger des adolescents de milieux modestes qui, au lieu d'aller à la fac, envisageaient de les rejoindre. Après avoir écouté tout leur baratin, j'en avais eu assez et je me préparais à partir. La fille s'est approchée de moi et m'a demandé ce que je pensais. Je lui ai simplement répondu que ce n'était pas pour moi et que j'allais partir. Elle m'a alors proposé de reprendre mes bières, mais je lui ai dit qu'ils en avaient sûrement plus besoin que moi. 2 ou 3 semaines plus tard, elle m'a envoyé un message, on avait malheureusement échangé nos numéros, me demandant si le responsable du groupe pouvait m'appeler pour me poser des questions sur les raisons pour lesquelles je ne m'inscrivais pas et comment j'avais trouvé la séance. Je n'ai pas répondu, mais bien sûr, il m'a quand même appelé. J'ai poliment dit que ça ne m'intéressait pas, mais il a insisté encore et encore. J'ai finalement dû lui dire de me lâcher. Et c'est là que ça s'est arrêté. Après cette expérience, je n'ai plus jamais accepté d'invitation à une fête de travail lors d'un rendez-vous Tinder. C'était vraiment une expérience désastreuse. Si ce n'était pas pour la bière que j'avais apportée ou le chien de la fille, je serais parti bien plus tôt. Avec le recul, je regrette de ne pas m'être levé en plein milieu du discours du responsable, d'avoir descendu ma bière d'un coup et d'avoir dit « c'est n'importe quoi, vous êtes tout fou et personne ne devrait rejoindre ce truc, ça va détruire vos vies », avant de sortir. C'est un petit scénario que je rejoue parfois dans ma tête sous la douche, mais bon, ça n'a jamais été la réalité. Après un rendez-vous ciné avec un gars rencontré sur Tinder, on est rentré chez moi. On va l'appeler Tom. Je lui ai dit qu'on pouvait traîner un peu, mais que j'avais du travail le lendemain matin et que je devais bientôt aller me coucher. Il m'a répondu que c'était bon, mais qu'il avait faim et allait commander à manger. Ok, pas de souci. Il commande donc 2 grands sandwichs et un milkshake. Il les descend en un rien de temps. Aucun jugement, il fait 1,93 m, pèse 95 kg, encore jeune et toujours en pleine croissance,
donc je n'y ai pas vraiment prêté attention, du moins, jusqu'à plus tard. On finit par se câliner un peu, puis on s'endort dans mon lit. Vers 1h du matin, je me réveille en entendant ma porte d'entrée s'ouvrir et se fermer plusieurs fois sur une période de 5 minutes. Mes chiens sont en train de perdre la tête, ils aboient sans arrêt. Je me demande ce que Tom est en train de faire à cette heure-là. J'ouvre la porte de ma chambre, qui donne sur le reste de l'appartement, et je vois que la lumière de la salle de bain est allumée. La porte est grande ouverte. Je fais un pas et me retrouve face à Tom, qui est accroupi au-dessus de mes toilettes, une branche à la main, en train de fouiller dans l'eau brunâtre, remplie de, vous imaginez quoi? Il me voit et hurle, « Arrête de me regarder. Retourne te coucher, j'ai tout sous contrôle. » Je suis à moitié réveillé, j'essaie encore de comprendre ce que je vois et ce qui se passe, et je commence à rire nerveusement, complètement désorienté. Il me crie encore, « Pourquoi t'as pas de ventouse ?» Je lui réponds que je n'en ai jamais eu besoin, jusqu'à maintenant. Il me dit de retourner me coucher, qu'il gère la situation. Entre l'épuisement et l'absurdité de la scène, je retourne finalement me coucher, trop fatigué pour affronter la situation. Un peu plus tard, je l'entends jeter un coup d'œil dans ma chambre et dire « J'ai réglé le problème », puis il part en fermant la porte derrière lui. Le lendemain matin, je m'approche des toilettes avec appréhension. L'eau est redescendue, mais je remarque qu'un bout de quelque chose dépasse au fond. Après une inspection plus poussée, je réalise qu'il s'agit de l'extrémité d'un bâton. Armé de gants, de serviettes et de pinces à barbecue, je finis par sortir environ 90 cm de bâton de mes toilettes, suivi de plusieurs autres fragments de bois cassés. Tom avait en fait cassé plusieurs bâtons en essayant de déboucher mes toilettes. J'avais entendu la porte s'ouvrir et se fermer parce qu'il sortait chercher un bâton dehors, le cassait, puis repartait en chercher un autre. Il avait aussi laissé des traces de saleté partout sur le sol de ma salle de bain. Tellement pressé de partir qu'il en avait oublié ses sous-vêtements, son t-shirt et ses chaussettes. Après le travail ce jour-là, je suis allé directement acheter une ventouse. Leçon retenue. Je vais vous raconter une histoire qui m'a été partagée par une amie militaire lorsque nous parlions de ce sujet précis. Elle avait commencé à discuter avec un gars sur une appli de rencontre. Après quelques jours d'échange, tout semblait aller naturellement. Il était sympathique, et il n'y avait aucun signe alarmant. Un jour, il lui propose de se retrouver dans un bar pour prendre un verre. Jusque-là, tout se passait bien, aucune raison de s'inquiéter. Mais une fois au bar, les choses ont commencé à devenir un peu bizarres. La conversation a pris une tournure inhabituelle. Presque toutes les questions qu'il lui posait étaient étrangement personnelles, du genre « As-tu vécu des expériences traumatisantes pendant ton enfance ?» ou encore « Quel est ton premier souvenir sexuel ?» Cela l'a un peu dérangé, mais dans l'ensemble, il restait charmant, donc elle n'a pas vu de raison immédiate de se méfier. Après quelques verres, il décide de poursuivre la soirée chez lui. À ce moment-là, elle ne ressentait pas de danger particulier. Une fois chez lui, elle s'est excusée pour aller aux toilettes. Mais en sortant, elle a entendu des bruits étranges provenant d'une autre pièce. Intriguée, elle a discrètement jeté un coup d'œil à l'intérieur. Ce qu'elle a vu l'a glacé. Il était en train de fixer des bâches en plastique sur les murs et le sol, comme s'il préparait la pièce pour quelque chose de sinistre. Son instinct de survie s'est activé instantanément. Elle a gardé son calme, s'est excusée rapidement en inventant un prétexte et est partie sans tarder. Une fois en sécurité, elle a immédiatement contacté la police pour signaler ce qu'elle avait vu. Et il s'avère que ce type était effectivement sous surveillance et pourrait potentiellement devenir un tueur en série. Bien qu'elle n'ait pas suivi tous les détails des événements par la suite, cette expérience l'a profondément marquée. Ce qui aurait pu être un simple rendez-vous a failli virer au cauchemar. Il y a quelques mois, autour d'octobre, j'ai eu un rendez-vous Tinder qui s'est super bien passé. La fille avait un boulot, elle semblait équilibrée, et en plus elle était mignonne. Tout se passait bien, alors on a décidé d'organiser un deuxième rendez-vous. Le seul hic, c'est que ce second rendez-vous se trouvait être son dîner de Thanksgiving, où elle voulait me présenter à ses amis et sa famille. J'ai trouvé que c'était un peu tôt pour ça, mais comme je n'avais rien de prévu ce jour-là, j'ai accepté.
Mon rôle pour la soirée était de préparer le fameux jungle juice pour la fête. J'ai utilisé la recette classique que j'avais l'habitude de faire pendant mes années à la fac, Everclear, Hawaiian Punch, de la poudre de limonade, de la glace. Comme d'habitude, c'était un succès, et tout le monde s'est rapidement mis à boire et à se détendre. Résultat, tout le monde était bien éméché. Vers la fin de la fête, ma cavalière et ses amis m'ont félicité pour avoir fait un excellent travail avec le cocktail. Elle a même mentionné qu'elle adorait les morceaux de fruits que j'avais ajoutés, et que tout le monde essayait d'en avoir dans leur verre. Sur le moment, ça ne m'a pas paru normal, même avec l'alcool qui coulait à flot. Alors, un peu curieux, je me suis dirigé vers le récipient d'alcool pour enquêter. J'ai pris une louche et j'ai commencé à gratter le fond du récipient, pensant trouver des fruits. À la place, j'ai remonté des morceaux de viande et des bouts de ramen. C'est là que j'ai compris. Quelqu'un avait vomi dans le jungle juice. Autant dire que l'enthousiasme de la soirée est vite retombé pour moi, et je suis parti peu de temps après, en me demandant comment j'avais pu en arriver là. Mon cauchemar Tinder a commencé le 8 janvier 2014, lorsque j'ai commencé à échanger des textos avec une femme magnifique, bien au-dessus de ma ligue. Moi, un homme blanc d'une cinquantaine d'années, un peu en surpoids et loin d'être en forme, mais sinon stable et normale. Elle, une femme noire de 30 ans, diplômée, d'une beauté à couper le souffle, élégante, mince, et tellement raffinée. Malgré cela, après quelques jours d'échange, je lui ai proposé de dîner dans un restaurant très chic en centre-ville. À ma grande surprise, elle a accepté. Le jour du rendez-vous, j'attendais au bar, et quand elle est entrée, ma mâchoire a littéralement touché le sol. Elle était tellement belle que j'en ai perdu mon souffle un instant. Plus grande que moi avec ses talons, elle portait une superbe robe courte, laissant apparaître les jambes les plus incroyables que j'avais jamais vues. Elle m'a accueilli avec un sourire éclatant et un câlin doux, puis nous avons été escortés à notre table. Le rendez-vous s'est déroulé à merveille. La conversation coulait de source, et elle semblait passer un bon moment aussi. Nous avons décidé de prolonger la soirée et avons visité quelques bars pour boire un verre. Finalement, elle m'a dit qu'il était temps de rentrer, et puisqu'elle avait pris un Uber à l'aller, je lui ai proposé de la raccompagner chez elle, ce qu'elle a accepté sans hésiter. Pendant tout ce temps, je pensais que, même si la soirée avait été agréable, tout cela ne mènerait probablement qu'à une simple amitié, vu nos différences évidentes. Cependant, en arrivant chez elle, après avoir discuté quelques minutes dans la voiture, j'ai proposé de l'accompagner jusqu'à sa porte, mais elle a décliné. Puis, à ma grande surprise, elle est sortie et a fait le tour de la voiture pour venir m'embrasser doucement, mais sensuellement, sur les lèvres. Mon cœur s'est arrêté. Elle a souri et, balbutiant, je lui ai proposé de se revoir, ce qu'elle a accepté immédiatement. J'étais sur un petit nuage. Je savais que cette femme incroyable allait avoir un impact profond sur ma vie, c'était comme prédestiné. Quelques semaines plus tard, nous nous voyions presque tous les jours, et mes sentiments pour elle se renforçaient rapidement. Mais quelque chose clochait. J'avais cette sensation étrange qu'elle me cachait quelque chose. Elle était très affectueuse, mais une sorte de malaise flottait dans l'air. Puis, finalement, c'est arrivé. Nous étions dans un bar et, en partant, elle s'est tournée vers moi avec un air sérieux, « Il faut qu'on parle ». J'étais persuadé que c'était la fin, que nos différences étaient trop grandes pour elle, et que j'allais me retrouver dans la fameuse friendzone. Mais ce qu'elle m'a dit ensuite m'a pris de court. Elle m'a demandé de l'écouter sans rien dire, et j'ai accepté. Elle a commencé en disant qu'elle avait développé de forts sentiments pour moi, mais qu'il y avait quelque chose que je devais savoir, qui pourrait me faire changer d'avis sur notre relation. Mon esprit s'est emballé, imaginant toutes sortes de scénarios. Est-elle mariée? A-t-elle un casier judiciaire? Puis, je me suis rappelé un moment, quelques jours plus tôt, où, en l'embrassant, j'avais effleuré sa poitrine et remarqué que ses seins étaient étrangement durs, comme s'ils avaient été opérés. Je me suis alors dit, oh mon Dieu, est-elle transgenre? Mais non, c'était autre chose, bien plus lourd à porter. Elle m'a regardé dans les yeux, une larme roulant sur sa joue, et m'a annoncé qu'elle avait un cancer du sein de stade 4. Elle avait été diagnostiquée 4 ans plus tôt à un stade 3, et avait réussi à le combattre jusqu'à la rémission après une double mastectomie, des séances de radiothérapie et de chimiothérapie.
Mais la maladie était revenue en stade 4, et elle devait recommencer la chimio dans 2 semaines. J'étais abasourdi. Elle m'a ensuite dit qu'elle comprendrait si je voulais partir et qu'elle ne m'en voudrait pas. Ma réponse fut immédiate, je lui ai redit à quel point je l'admirais, que je pensais qu'elle était une femme incroyable, et que si elle souhaitait que je l'accompagne dans ce combat, ce serait un honneur pour moi. Nous nous sommes embrassés et sommes restés dans les bras l'un de l'autre pendant un moment. Finalement, elle m'a souhaité une bonne nuit et est partie dans sa voiture. J'ai pleuré tout le chemin du retour. Nous avons passé une année incroyable ensemble. Je devais partir au Japon pour le travail, et elle est venue me rejoindre entre 2 traitements de chimio. Elle n'a jamais pleuré, elle est toujours restée élégante et digne. Elle m'a appris ce que signifiait vraiment la grâce. Nous avons vécu une vie entière en 2014. Elle est décédée il y a 9 mois, 15 mois après notre rencontre. Je suis devenu un homme bien meilleur grâce à elle et à ce que nous avons partagé. Jenny, je t'aime et tu me manques terriblement. Ce n'est pas vraiment mon histoire, mais celle de ma mère. Après avoir mis fin à un mariage incroyablement long et désagréable, ma mère a décidé de rejoindre Tinder. Elle voulait retrouver la pêche après tout ce temps, et j'étais à 100% derrière elle, je suis adulte, donc tout ça ne me dérangeait pas. Je tiens à préciser qu'elle ne cherchait absolument pas une relation sérieuse. Son travail l'avait envoyée dans un autre état pour un certain temps, donc tout semblait parfait. Elle allait juste s'amuser un peu sans que cela devienne compliqué. Elle m'envoyait des captures d'écran des gars qu'elle envisageait de rencontrer, et je lui donnais des conseils de sécurité. Puis, elle en a choisi un. Tout de suite, je lui ai dit que ce n'était pas une bonne idée. Ce gars-là, c'était pratiquement un panneau d'avertissement ambulant. Son profil ne contenait que des drapeaux rouges. Mais bon, elle est adulte, je ne pouvais pas la stopper. Malgré mes avertissements, elle l'a rencontré. En seulement 4 heures passées ensemble, ce gars a réussi à deviner quel vol elle prenait le lendemain. Il a utilisé ces informations pour découvrir sa destination finale, et d'une manière ou d'une autre, il a réussi à trouver son adresse personnelle. Il a utilisé les informations publiques des taxes foncières pour découvrir son nom complet, et à partir de là, il a traqué son profil Facebook. Mais ce n'est pas tout. Il a trouvé mon père via Facebook et l'a appelé directement. Il lui a tout balancé, dans les moindres détails. Il lui a envoyé des photos et des captures d'écran des conversations qu'il avait eues avec ma mère. Puis, il a commencé à harceler ma mère avec des messages dans lesquels il lui disait qu'il l'aimait, mais qu'il ne pouvait pas lui faire confiance. Finalement, la situation est devenue tellement incontrôlable que ma mère a dû appeler la police. Une simple rencontre sans lendemain s'était transformée en cauchemar. Depuis, elle a pris ses distances avec les applis de rencontre, et avec raison. J'ai matché avec une fille sur Tinder, et après avoir échangé pas mal de messages, on a fini par discuter au téléphone le soir même. La conversation se passait super bien, alors je lui ai proposé de sortir le lendemain. Elle a accepté, mais 5 minutes plus tard, elle me dit qu'elle a quelque chose à m'annoncer. Elle m'avoue qu'elle est en fauteuil roulant de manière permanente. À ce moment-là, je me sens coincé, si je fais marche arrière, je passe pour un salaud, et si je continue et que ça ne marche pas, je passe aussi pour un salaud. Finalement, je me dis, pourquoi pas? Ce n'est qu'un rendez-vous, ça pourrait être sympa quand même. On continue de discuter ce soir-là, puis on va se coucher. Le lendemain matin, elle m'appelle tôt en me disant qu'elle est en train de faire quelque chose de fou. Elle refuse de me dire quoi, mais promet de me montrer plus tard. Quelques heures passent, et elle me rappelle pour me dire qu'elle va m'envoyer une photo. Je regarde mon téléphone, et là, je vois une photo de son poignet, avec mon prénom tatoué dessus. Je suis sous le choc. Je raccroche rapidement et, comme tout le monde dans ce genre de situation, je raconte cette histoire complètement dingue à mes amis. Le soir arrive, et malgré tout, je décide quand même d'aller à son rendez-vous. Après tout, si elle est assez engagée pour se faire tatouer mon nom après un jour de discussion, je peux bien aller à ce rencard, juste pour savoir si ce tatouage est vraiment réel. Alors que je suis en route pour chez elle, je réalise que ma voiture ne va peut-être pas pouvoir accueillir son fauteuil roulant. Mais elle conduit, alors je lui demande si elle peut nous emmener. Je marche dans le parking quand elle arrive en voiture,
et je monte avec elle. Là, je m'attendais à ce qu'elle ait une voiture adaptée pour les personnes en fauteuil roulant. Mais non. En fait, elle conduit en utilisant 2 béquilles, une pour l'accélérateur et une pour le frein. Je n'en reviens pas, surtout en sachant qu'on s'apprête à rouler sur les autoroutes de Californie du Sud, en pleine circulation. On arrive au restaurant, et en plein milieu du repas, elle reçoit un appel de sa fille. Elle m'explique qu'elle a laissé sa fille de 10 ans seule à la maison et que la petite est effrayée. Je propose de partir pour qu'elle puisse rentrer, mais elle me répond que tout va bien, car elle lui a donné quelque chose pour la faire dormir. Là, je suis vraiment mal à l'aise. On termine le repas, et même si j'avais prévu d'aller au cinéma, toute cette histoire avec sa fille me perturbe, alors on décide de rentrer. Sur le chemin du retour, elle me surprend une fois de plus en me disant « Waouh, je suis un peu bourré ». Dans ma tête, je me dis « Mais t'as bu un seul verre ». Je lui propose de conduire à sa place, mais elle refuse et me dit qu'elle va se mettre sur la voie rapide, en utilisant sa béquille pour appuyer sur l'accélérateur. À ce moment-là, je me mets à prier, mais par miracle, on arrive chez elle sain et sauf. Je l'aide à rentrer chez elle, lui dis au revoir, et je repars. Le tatouage, lui, était bien réel. Une rencontre sans engagement, c'est ce qu'on avait prévu, rien de plus simple. On avait décidé d'aller droit au but, après quelques échanges de messages, la tension montait, et comme ça se fait souvent, on a commencé à s'envoyer des photos. Le genre de photos qui met les choses au clair sur ce à quoi on peut s'attendre. Pas de chichi, juste le nécessaire pour voir si on se plaisait physiquement. Elle m'a envoyé des clichés bien choisis, poitrine généreuse, courbe sensuelle. De mon côté, j'ai fait de même, en voyant exactement ce qu'elle voulait voir. Tout semblait parfait. Le rendez-vous est fixé chez moi. Je suis impatient, déjà dans l'ambiance après ces échanges plutôt explicites. L'idée d'une soirée sans prise de tête, juste du plaisir partagé, me motive. La sonnette retentit, je m'apprête à ouvrir la porte, l'esprit déjà ailleurs. Et là, c'est la douche froide. Devant moi, elle est là, mais avec un ventre clairement arrondi. Elle est enceinte de 5 mois, et pas qu'un peu. Complètement pris de court, je la regarde, incapable de cacher ma surprise. Dans ma tête, ça tourne en boucle, comment ai-je pu ne rien voir venir? Je lui demande, presque par réflexe, comment elle a pu cacher son ventre sur les photos. Sa réponse fuse, implacable, et « Tu m'as juste demandé des photos de ma poitrine et de mes fesses. Tu n'as jamais demandé une photo de tout le corps. » Sur le coup, je ne sais pas si je dois rire ou m'énerver. D'un côté, elle n'avait pas tort, mais de l'autre, c'était quand même un sacré détail à cacher. Pendant mon Erasmus, je me suis lancé dans l'aventure Tinder pour explorer un peu et rencontrer de nouvelles personnes. Un soir, je match avec une fille. Elle était très directe, charmante et drôle dès le début de nos échanges. On a décidé de se retrouver dans un bar en ville. Elle semblait vraiment cool, du genre à rire facilement, avec un sens de l'humour décalé que j'appréciais. Dès les premières minutes, je me suis dit, ok, ça va être l'un de ces rendez-vous où tu paies les verres et tu te retrouves dans la friend zone. Mais, à ma grande surprise, après quelques verres, elle m'a invité chez elle pour prendre un café. Tu sais, le fameux café qui signifie souvent autre chose. J'étais à fond, l'ambiance était légère et on rigolait bien. J'avais l'impression d'avoir tiré le gros lot, surtout après m'être dit qu'elle n'était peut-être pas si intéressée. En arrivant chez elle, elle ouvrait la porte et on s'est mis à s'embrasser dans le couloir. Tout allait comme prévu, je pensais que la soirée allait bien finir. Mais dès qu'elle a ouvert la porte de son appartement, tout a changé. Mon enthousiasme s'est évaporé instantanément. La première chose que j'ai vue, c'était des têtes de poupées de bébés partout, éparpillées sur les étagères, les meubles et même sur le sol. Il y avait des poupées complètes, des têtes seules, des morceaux de corps. C'était comme un cauchemar dans un musée de jouets abandonnés. Elle agissait comme si tout était parfaitement normal, me souriant comme si rien n'était étrange. Troublé, je lui ai demandé pourquoi elle avait toutes ces poupées. Elle a simplement répondu, avec un sourire serein, « J'aime ça ». Pas d'explication, pas de détails. Juste ça.
Mon malaise s'est amplifié. J'essayais de rester calme, mais l'atmosphère était de plus en plus oppressante. Pour gagner du temps, je lui ai demandé si je pouvais aller aux toilettes. Elle m'a indiqué le chemin, et en passant devant sa chambre, j'ai aperçu quelque chose qui m'a glacé le sang. La pièce était décorée avec des posters étranges, des symboles sataniques, des bougies noires, et, plus effrayant encore, des couteaux posés négligemment par terre. À ce moment-là, je savais qu'il fallait que je parte. Mon instinct de survie était en alerte maximale. J'ai fait un détour rapide par les toilettes pour éviter de paraître trop suspect, mais je savais que je ne pouvais pas rester là une minute de plus. En sortant des toilettes, j'ai esquivé tout contact visuel avec elle et j'ai prétexté une urgence. Désolé, je dois y aller maintenant. Sans même attendre sa réaction, j'ai filé hors de l'appartement aussi vite que possible. En sortant, je l'ai immédiatement supprimé de mes contacts Tinder. Cette rencontre était définitivement la plus bizarre et effrayante que j'ai eue pendant mon Erasmus. Depuis ce jour, j'ai pris mes rendez-vous Tinder avec beaucoup plus de prudence. Merci d'être resté jusqu'à la fin. N'oubliez pas d'aimer la vidéo, de vous abonner et de partager vos propres histoires en commentaire. On se retrouve demain à la même heure devant ce feu.